Je pense qu'il est temps, nous allons commencer. Oui, Alessandro, commençons la réunion maintenant. Oui, bonjour à tous, bon après-midi. Mon nom est Alessandro Motto, je suis le conseiller des affaires économiques et sociales à l'Union interparlementaire et je suis votre hôte aujourd'hui pour ce premier webinaire que nous offrons pour il s'agit d'une discussion que j'espère intervenir à temps et être utile parce que cette coopération sur le développement est assez complexe. Contrairement à l'aide qui était canalisée à travers le secteur social et ses structures, nous allons parler aussi de l'aide qui est plus sophistiquée maintenant, qui permet d'avoir accès à d'autres flux de finances et d'autres ressources, dont l'accès aux ressources les plus évidents que nous avons dans les pays en développement qui sont. Il y a aussi les partenariats publics et privés qui sont essentiels parce que ils parviennent à des résultats. Il y a aussi des centaines de milliards de dollars qui sont perdus chaque année à travers les flux financiers qui rendent le développement le financement du développement beaucoup plus difficile dans certains pays. Comme je l'ai dit, c'est une discussion qui intervient à temps pour deux raisons. Tout d'abord parce que nous entrons dans la dernière décennie avant 2030 où nous espérons parvenir aux ODD. Comme vous le savez déjà, les ressources manquent, mais nous avons une crise absolument incroyable devant nous en raison de la pandémie. Comme vous le savez, il y a des millions de personnes qui tombent dans la pauvreté. Le rôle de la coopération pour le développement est donc fondamental. Et c'est là où vous intervenez en tant que parlementaire parce que vous avez un rôle incroyable à jouer afin de permettre cette coopération et de parvenir à ces résultats. C'est un processus qui se fait au niveau national. En tant que partenaire de développement, vous faites partie de ce processus. C'est précisément parce que c'est un domaine très complexe. Nous avons essayé de le capturer à travers des lignes directrices que vous aurez reçues déjà et qui sont disponibles sur notre site Internet. Nous les avons publiées il y a un an au début de la crise de la COVID, mais ces lignes directrices seront bonnes pour le restant de la décennie et au-delà. Elles vont vous exposer à ces nouvelles facettes à la fois dans des pays donateurs et dans les pays récepteurs. Nous avons produit ces lignes directrices au sein de l'Union interparlementaire. Donc, voilà, je voulais juste un peu planter le décor pour vous. Nous n'avons pas beaucoup de temps. L'événement aujourd'hui sera structuré en deux parties. La première partie sera plus une discussion de l'expérience des parlementaires et la capacité des parlements. Et la deuxième partie traitera avec trois orateurs qui s'exprimeront pendant 5 minutes, sera brève. Donc, ces orateurs nous parleront de leur expérience en dehors du Parlement et le soutien d'agences comme la PNUD peut faire. Nous aurons des expériences du Burkina Faso, de la Serbie, de l'Arménie et de la Géorgie, pour n'en nommer que certains.
Avant de présenter le panel, j'aimerais parler de quelques règles. Si vous n'avez pas encore procédé à votre changement de nom sur cette plateforme, veuillez le faire de telle manière à ce que ça commence par votre pays, ensuite votre nom. Vous pouvez aussi utiliser le chat pour vous présenter et en dire un petit peu plus sur vous-même. Choisissez aussi la langue de votre choix. Nous avons une interprétation en français et en anglais pour cette réunion. Et bien entendu, nous aurons environ 15-20 minutes pour avoir une interaction avec vous, les participants, à la fin des différentes présentations. Et quand ce moment se passe, vous pouvez lever votre main électroniquement. J'en vois déjà une à l'écran pour indiquer que vous souhaitez vous exprimer et quelqu'un vous accordera la parole quand je vous nomme, de telle manière à ce que vous preniez la parole. Donc, sans plus attendre, j'aimerais commencer maintenant avec notre première panéliste qui est une parlementaire distinguée du Petrabère qui est très active au niveau de la coopération et des ODD en général. Et elle va vous parler plus spécifiquement de ce qu'elle fait pour travailler avec certains de ses collègues en Autriche pour parler de ces problèmes de développement et de coopération du développement. Petra, la parole est à vous. Merci beaucoup, Alessandra. Bonjour à tous depuis Vienna où il y a du soleil. J'ai été élue en tant que présidente du sous-comité pour la comité de la coopération développement du Conseil national autrichien et je me suis dit, mon Dieu, c'est à moi maintenant de façonner ceci et je vais pouvoir décider ce qui va s'y produire. Et peut-être 2 ans plus tard, je me suis rendu compte que ce n'était pas au sein de mon petit sous-comité qui s'appelle coopération pour le développement, mais c'est le fait d'avoir parce qu'il faut une politique plus cohérente que ça. Et je me suis rendu compte que les communautés, nous avons plus de 40 communautés, 40 comités dans notre Parlement, donc des comités comme la science, l'éducation, l'environnement, l'économie, les droits humains, les affaires étrangères, même le comité d'audit sont tous pertinents pour le travail de ce développement et je ne peux pas être membre de tous ces comités. Donc, la seule manière dont je pouvais gérer ceci, c'était de m'impliquer ou d'impliquer mes collègues dans la coopération. Donc, les sensibiliser par rapport à l'importance de la coopération pour le développement, de leur parler des ODD qui étaient beaucoup plus proches. Donc maintenant, c'est une tâche pour nous dans notre politique nationale, mais c'était aussi de leur montrer leur responsabilité sur ces problématiques mondiales et leur fait se rendre compte que même s'ils sont des comités d'éducation, d'environnement, quoi que ce soit, ils font des politiques de développement. Donc, j'essaye de vraiment travailler avec chacun d'entre eux au sein de mon parti et d'autres partis pour avoir des idées sur lesquelles une politique cohérente de coopération-développement sur ce que ça peut être. Donc, j'ai parlé au sein de leur comité de ce qui serait pertinent pour le développement et j'ai essayé de leur apprendre davantage sur le sujet. Pour être honnête, mon indicateur après peut-être 10 ans que j'ai remporté du succès était que je suis devenue capitaine de l'équipe de football parlementaire. Nous devons acheter de nouveaux uniformes pour notre équipe de football. Donc, il y a quelque chose à propos de diligence raisonnée et de droits de l'homme par rapport à ça. Où est-ce que je dois acheter ceci? Donc, quand le capitaine de l'équipe de football s'est rendu compte que ces jerseys avaient un impact, je me suis dit, à ce moment-là, je suis vraiment en train de gagner et tout le monde est vraiment au courant. Peut-être pas tout le monde, mais la plupart d'entre eux sont vraiment sensibilisés au fait qu'ils sont responsables
du monde entier. Bien entendu, il y a beaucoup de défis. Par exemple, nous avons une performance très mauvaise dans le domaine. En 2019, nous avions 0,27% de nos dépenses pour la coopération au développement. Et même si nous les avons augmentées au cours de l'année dernière, nous sommes très loin des 0,7%. J'ai aussi eu pas mal de problèmes depuis 2015-2016, quand il y a eu beaucoup de réfugiés qui arrivaient en Autriche, de ne pas mal utiliser les politiques de coopération au développement pour empêcher les personnes de migrer, parce que la coopération au développement n'est pas l'instrument pour gérer les flux migratoires, donc nous travaillons toujours là-dessus. J'ai aussi eu un problème que la coopération au développement européenne, autrichienne, pardon, est externalisée. Donc, les parlementaires ont posé des questions par rapport aux agences du développement et le ministère dit: ah, ce n'est pas nous qui nous en chargeons, c'est privatisé, même si ils travaillent avec l'argent des contribuables. Mais bien souvent, je n'ai pas vraiment de réponse correcte. Il y a un manque de transparence et ce n'est pas forcément clair de savoir qui fait quoi. Je pense que c'est important d'utiliser les ODD pour faire en sorte que les prêts soient plus accessibles pour le développement. Donc, le fait, par exemple, de se concentrer sur les droits humains dans la chaîne d'approvisionnement est, par exemple, quelque chose auquel le Comité pour la justice s'est attaqué, parce que c'est tellement important que les pays où se trouvent les consommateurs soient vraiment responsables et sensibilisés par rapport au fait que les choses sont produites avec les ressources avec lesquelles elles sont produites. Et en dernier, mais non des moindres, je pense que la COVID-19 est un défi pour nous tous, mais je pense que c'est aussi une opportunité de faire en sorte de sensibiliser à l'interdépendance mondiale. C'est clair, même s'il y a un virus à Wuhan très loin de chez nous, ça nous touche également. Et nous notons que nous allons pouvoir parvenir à la fin de cette pandémie tous ensemble, ou nous n'y arriverons pas. Donc, c'est important d'utiliser ceci pour soulever l'intérêt pour l'interconnexion. Merci beaucoup, Petra, c'est très intéressant et je reviendrai sur vos propos à la fin. J'ai l'honneur maintenant de vous présenter la prochaine personne à s'exprimer, qui est donc la présidente de la Chambre parlementaire de Trinidad et Tobago, qui est Brigitte Anicet-George, qui va parler de la manière dont le Parlement est organisé par rapport à la coopération au développement dans son pays. Merci, madame. Merci beaucoup et bonjour depuis Trinidad et Tobago. C'est un plaisir pour moi de participer à ce webinaire. Je pense que l'expérience du Parlement de Trinidad et Tobago est vraiment typique du point qui a été soulevé dans les lignes directrices par rapport à avoir un cadre qui sous-tend nos fonctions budgétaires et de contrôle. Mais par rapport à ce qui est coopération au développement, nous manquons de contrôle et nous ne sommes pas appuyés efficacement sur le pouvoir que nous avons afin de promouvoir l'utilisation efficace de l'aide et d'autres ressources. Quand je regarde nos scénarios, je me dis que ici, au niveau du Parlement, nous n'avons pas vraiment mis en place cette politique de développement. Mais comme l'a dit ma collègue autrichienne, nous n'avons personne qui la conçoit véritablement, mais nous avons une possibilité de l'influencer et de la transformer.
Et donc, ça vient, par exemple, de notre budget. Quand nous regardons notre budget, nous présentons notre budget avec les programmes d'investissement du secteur public. Nous avons une idée des allocations utilisées par le gouvernement qui viennent d'emprunts et de financement. Ce sont des chiffres globaux, mais nous pouvons les questionner. Au sein de nos structures, nous avons un système de comité, donc nous suivons le budget de sa mise en place jusqu'à la période post-budget. Au niveau des comités, nous avons aussi une possibilité, pas juste dans les comités de financement, mais nous avons aussi des comités qui examinent le budget en temps réel. Et quand nous regardons le budget, nous ne regardons pas toujours les sources de financement qui viennent de l'aide et des financements officiels. Je pense que c'est quelque chose que nous pouvons examiner. Nos autres comités, par exemple, nous avons un comité conjoint qui gère les finances et les affaires juridiques et ça regarde la finance de tout ministère, de toute division. Cela regarde la planification des projets du ministère. Donc, je pense qu'il faut utiliser efficacement ces comités afin d'examiner le financement, l'aide et les emprunts. Et comme l'a dit l'oratrice précédente, tout notre financement, que ça vienne sous la forme d'aide ou de financement, tout ça passe à travers le ministère de la Planification et du Développement. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune exigence pour que ces documents soient soumis au Parlement pour expliquer les objectifs et le but? C'est au sein d'un ministère central et nos comités peuvent les contacter afin de partager ces documents, afin de pouvoir les examiner, de voir leur efficacité, de voir leur cible, de voir s'ils atteignent leur cible. En plus de ceci, il y a une structure où les membres peuvent amener des motions concernant les politiques nationales et ils peuvent interroger la manière dont l'aide au développement est faite. Comment remplissons-nous nos objectifs de développement durable? Et quand nous voyons ces résolutions sur les problématiques de politique nationale, le gouvernement doit répondre et le cabinet doit absolument clarifier ses politiques devant le Parlement. Une fois de plus, nous façonnons la manière dont les choses sont faites en termes de développement. Et il y a certaines législations qui fixent des limites. Donc, nous avons des lois sur le développement qui mettent un plafond sur la dépense du gouvernement concernant le développement. Ça a été étendu récemment, mais ça a dû passer devant le Parlement pour être débattu. Et avec cette possibilité, le Parlement a aussi le moyen d'interroger et de euh, marquer ses politiques. Je pense que pour nous, et il y a d'autres structures en dehors du Parlement que nous pouvons questionner quand nous interrogeons le gouvernement. Donc, il y a des institutions privées également qui peuvent nous aider afin de nous assurer que la coopération au développement est utilisée de manière efficace et mise en place. Encore une fois, il n'y a aucune exigence, mais je pense que nous avons vraiment tiré un vrai bénéfice des partenariats avec des partenaires comme par exemple le PNUD. Par exemple, le mois prochain, nous allons avoir des masterclass sur les ODD pour nos parlementaires. Merci beaucoup, madame. Je suis désolée, je vais devoir vous couper parce que nous devons avancer. Sans plus attendre, je vais appeler notre prochain orateur qui est très impliqué dans les pays lusitanophones d'Afrique.
Il est spécialiste dans la coopération pour le développement au sein de PNUD et il va nous parler du type de projet mis en place pour soutenir le Parlement dans ces pays. Merci. Merci beaucoup à tous. Donc, nous avons des experts. Je vais donc parler un petit peu avec vous de ce sujet. C'est un honneur pour moi de faire partie de ce panel et de vous parler des contributions à la coopération au développement. Nous avons des programmes de... L'interprète est désolé, il y a beaucoup trop de bruit parasite et la qualité du son de l'orateur est très, très mauvaise. Donc, je n'entends pas suffisamment bien ses propos pour l'interpréter correctement. Je voulais féliciter l'Union interparlementaire et le PNUD et le GPEDC pour ce webinaire. Encore une fois, je suis désolée, j'entends très mal le son. And the scope of the discussions that is brought to us through the guidelines that L'interprète est désolé, le son est trop mauvais pour comprendre les propos de l'orateur. Je ne peux donc malheureusement pas l'interpréter. And checks and balances between the institutions of public finance management that control the executive and the executive. And it is in this scope that we interact with the Parliament. So from 2014 to 2017, we focus our work in these 6 countries, including Brazil and Portugal as technical partners, working essentially with Nous travaillons essentiellement avec les institutions qui sont responsables du développement. Donc, il y a donc ces institutions sur le point de vue technique et nous parlons aussi sur le plan politique du Parlement. Et il y a aussi un contrôle social du financement. Nous avons noté également que nous devions engager ici dedans l'exécutif. Et c'est comme ça que nous avons évolué pour parvenir au stade où nous en sommes maintenant. Notre programme maintenant appelle une consolidation. The Ministry of Finance and the executive in our work. If we look into the guidelines quickly, we would see that in page 5, the guidelines are focusing on the role that parliaments should have on legislative, budgetary, and oversight role in the overall implementation and their contribution to the overall implementation of the 2030 agenda. This is at the core of what we are doing in our 3rd pillar, our 3rd output with parliaments by engaging, developing their capacities to go throughout the budget cycle from the formulation
to the audit and accompany the implementation of the budget more consequently. We also can see that the SDG 17 that we referred in the guidelines is at the core of our approach. We are using South-South triangular cooperation and partnerships at institutional level involving more than 40 institutions in the 6 countries. Community of practices and peer learning to develop the capacities of these important central core actors of PFMS, focusing also on the external controllers of the executive that are given in this case by our parliamentary support, so they can engage in a more balanced way the discussions along the budget cycle with the executive. So this is at the core of what we do. And the third point that also is in your guidelines, of course, is the need to have the parliamentarians and parliaments contributing for SDG 16 and accountable, inclusive, and participatory transparent governance, which we are doing. This is the scope of our work. I think my time is over. This is what I heard. I have to thank you. Or I do. Thank you. Je vous remercie. Donc, ces interventions sont difficiles. Ce que je veux commenter, c'est le lien commun que j'ai vu entre l'Autriche et Trinidad, qui ont des expériences très différentes, avec aussi des capacités et des institutions très différentes. Et ils disent qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire au sein des parlements par rapport à leurs propres collègues. Donc, j'espère que j'ai été aussi intéressée par le fait que Trinidad et Tobago dit que le Parlement peut exiger de voir les allocations du budget. Ils peuvent voir à demander les contrats et les accords d'achat, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a donc un décalage entre les autorités et quelque chose qui vous tire en arrière en disant nous ne pouvons pas faire ceci, nous n'allons pas le faire. Donc, il n'y a pas vraiment de volonté politique de le faire et il n'y a pas forcément d'accord sur la direction de la politique. Et ceci reçoit aussi l'effet des capacités que vous avez au sein des différents parlements. Donc, c'est une perspective très intéressante que vous avez partagée. Je veux encore une fois faire référence aux lignes directrices que j'ai expliquées et je vous encourage à organiser une réunion. Nous pouvons vous aider à faire ceci concernant ces lignes directrices afin d'attirer l'attention et de sensibiliser sur toutes les choses que vous avez déjà la capacité de faire si vous en avez la volonté. Il y a aussi la question de développer les capacités afin de le faire. Ceci étant dit, j'aimerais maintenant démarrer notre deuxième panel qui sera plus court, qui ne fera à chaque fois que 2 minutes, afin que nous pouvons entendre plusieurs personnes. Tout d'abord, j'aimerais m'assurer que nous avons Alphonse Nombre parmi nous. Je ne le vois pas. Oui, il est là. Donc, notre première intervention sera un ancien parlementaire du Burkina Faso, Monsieur Alphonse Nombre. Je comprends qu'il se concentrera aussi sur la question des accords contractuels qui sont derrière ces accords de développement et donc ce qui se passe au sein du Parlement et des problématiques qui permettent de façonner la politique de développement, de coopération au développement dans les pays bénéficiaires. Monsieur Alphonse, êtes-vous là? Monsieur Alphonse, nous ne vous entendons pas. Je vous passe la parole. Je vous vois. Ça y est, vous m'entendez? Oui, très bien. Merci. Allez-y. Vous m'entendez maintenant? Oui, oui, très bien. Allez-y. Vous avez 2 minutes. Bien. Voilà.
Très bien, merci beaucoup. Il faut savoir que la politique de coopération mobilise beaucoup de ressources pour le financement des politiques publiques qui conduisent à l'atteinte des ODD. Et dans le contexte du Covid-19, la mobilisation des ressources pour la relance économique. Cependant, ce qu'il faut savoir également, c'est que la négociation des traités et conventions internationaux sont du domaine de l'exécutif. Et à ce stade, le Parlement ne peut pas exercer du contrôle. Là où le contrôle du Parlement intervient, c'est lorsque ces ressources sont retracées dans le budget de l'État, la loi de finances. En ce moment, au cours de l'examen de la loi de finances, le Parlement peut exercer effectivement son contrôle. Et en ce moment également, il y a une obligation de l'exécutif de faire un compte-rendu de l'exécution des ressources mobilisées à travers la loi de règlement. Cependant, ce n'est pas toutes les ressources mobilisées par la coopération financière qui sont retracées dans le budget de l'État. Il y a ce qu'on appelle les aides projets qui sont des aides directes. Ces aides-là échappent un peu au contrôle du Parlement. Et c'est là que, nous pensons que il faille que l'exécutif revienne vers le Parlement pour faire la redevabilité. En ce moment, le Parlement pourra exercer son contrôle et exercer également sa fonction de représentation des populations. Voilà donc un peu l'expérience que nous menons au niveau du Burkina Faso. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que quelquefois, même les ordonnances qui sont soumises à la ratification du Parlement, des fois, l'exécutif demande ce qu'on appelle les lois d'habilitation. Les lois d'habilitation, qu'est-ce que c'est? Le Parlement volontairement se dessaisit de sa fonction de législation pendant un certain temps, 6 mois, 12 mois. Pendant ce laps de temps, les conventions de coopération sont ratifiées par ordonnance du chef de l'État. C'est vrai qu'à la fin de l'année, toutes ces ordonnances sont soumises à ratification du Parlement, mais il faut dire que lorsque ces pouvoirs sont rétrocédés à l'exécutif, le contrôle parlementaire s'exerce vraiment difficilement. Voilà donc un peu l'expérience que je voulais exposer en participant donc à ce webinaire. Merci, monsieur. Very interesting. From my point of view, we say a lot. C'est très intéressant. Nous continuons à répéter à quel point c'est important pour que tous les budgets soient examinés, mais c'est un rappel que ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup de petits caractères sur les contrats qui sont attachés avec les documents de budget et ça prend beaucoup d'efforts et d'investigation afin que le Parlement puisse comprendre et voir quelles sont les conditions pour certains contrats qui sont, par exemple, signés avec les industries extractives dans votre pays. Merci beaucoup. Notre prochaine intervenant sera Biljana Ledenica, qui représente l'IPU, le PNUD en Serbie. Donc, elle va nous parler du rôle du numérique pour améliorer la transparence de la coopération au développement au sein du processus parlementaire. Merci beaucoup. Je suis ravie de représenter donc mon pays. Nous avons des exemples d'Europe
et d'Asie. Donc, nous avons donc le support du PNUD pour l'Arménie et la Serbie. Notre travail de coopération se base sur des partenariats de confiance avec les parlements qui demandent vraiment une forte adhésion. Nous avons appliqué les mêmes principes en Arménie. Nous avons soutenu l'Assemblée d'Arménie pour s'assurer que le Parlement est vraiment impliqué dans l'adoption et la mise en place de cette coopération au développement. Nous sommes allés au-delà du rôle de supervision en leur demandant de participer à façonner ceci qui généralement est quelque chose qui est l'apanage du gouvernement et des agences de l'ONU. Nous avons établi toute une série de plateformes pour un partenariat qui rend plus de compte. Donc, il y a une plateforme pour l'Assemblée nationale qui rassemble à la fois les parlementaires et les membres de la société civile. Nous avons pris en compte d'après les questionnaires et les sondages, qu'il y a maintenant un nouvel environnement numérique. Il y a donc cette transformation numérique qui est innovante et qui est quelque chose qui est très recherché en raison de la pandémie et de la recherche d'efficacité. Donc, nous allons parler maintenant de notre expérience, de notre point de vue et pourquoi cela fonctionne, par exemple, dans des pays qui sont en transition. Le PNUD en Arménie soutient cette transformation numérique pour aider à la continuité des affaires et pour gérer la pandémie et d'autres catastrophes. C'est très important parce qu'au sein de cette transformation numérique, nous sommes en train de soutenir le développement des capacités des parlements. Et un parlement qui a de bonnes capacités de recherche est déjà un excellent partenaire. Nous voyons que cette transformation numérique répond à la demande des citoyens. Nous avons établi une coopération avec beaucoup de parlements, avec le Parlement brésilien, par exemple, qui a été instrumental dans ce domaine, aussi avec le Parlement suédois. Et nous avons vraiment repris toutes ces leçons que nous avons apprises. Pourquoi c'est important? Parce que nous facilitons des échanges entre les parlements pour aider ces processus. Il y a des leçons que nous en avons tirées afin d'avoir une égalisation des parlements et un échange de pair à pair. Donc, nous avons aussi donc beaucoup de travail qui se fait pour la surveillance. Donc, voilà, je suis désolée, c'était très bref, mais je répondrai à vos questions. Merci beaucoup. Et vous me donnez aussi la possibilité de parler de la numérisation et des choses en ligne. Donc, pour attirer l'attention de vous tous ici, l'UP a aussi une plateforme qui est disponible pour tous les parlementaires. Vous pouvez trouver les liens qui seront postés très rapidement. Nous vous invitons tous à utiliser cette plateforme afin de trouver des documents au sein de vos propres pays et au sein de la communauté mondiale en général. C'est encore à l'état embryonnaire, mais ça va continuer à se développer. Si vous voulez y contribuer, n'hésitez pas. Donc, il y a donc cette plateforme de connaissances. Dites-leur à vos collègues aussi qu'aux équipes, parce que c'est quelque chose dont ils doivent être au courant. Je voulais maintenant conclure avec notre dernier orateur, mais non des moindres, Sophie Gourouli, qui est également une membre du PNUD en Géorgie, et elle va nous parler du rôle du Parlement dans le développement de ses propres ODD et la manière dont ce processus a trait à la coopération pour le développement. Sophie, la parole est à vous. Merci. J'espère que vous m'entendez correctement. Je vais essayer de résumer très rapidement l'expérience du Parlement géorgien.
et la manière dont il contribue à l'agenda de 2030 afin d'aider le Parlement. Les EDD sont devenus un sujet d'intérêt en 2015, quand les premières tentatives ont été faites pour analyser le rôle du Parlement dans cet agenda. L'UNDP en Géorgie a facilité ce processus au sein du Parlement. Et donc, nous avons analysé à la fois les ODD et les cibles pour voir les alignements avec l'agenda national et l'agenda mondial et voir les progrès qui étaient faits. À la suite, les parlementaires ont regardé ceci en regardant la méthodologie avec l'aide de l'UIP et de mes collègues. L'un de mes collègues m'a beaucoup aidé dans ce processus. Donc, sur la base des résultats de cet exercice, la stratégie est conçue autour de 4 objectifs majeurs. Elle se concentre sur le fait de la politique, du budget, du contrôle et autres. Je voulais mentionner aussi que nous essayons d'augmenter le niveau d'acceptance au sein des parlementaires par rapport à ces plans. La stratégie n'introduit pas d'autres structures. Nous essayons de rendre les choses plus faciles à travers certains mécanismes pour démontrer que les ODD font partie des agendas nationaux et ce n'est pas juste un programme isolé. Malheureusement, peu de temps après l'adoption de cette stratégie, il y a eu le démarrage de la pandémie, ça a eu un impact très important sur la mise en place de ceci. Et donc, beaucoup d'aspects de ce plan doivent encore être mis en place. Et en pensant aux défis, il y a encore eu pas mal de problèmes au départ. Le Parlement est resté donc en dehors de la mise en place des ODD au niveau national et ça a créé un manque de sentiment d'adhésion par rapport aux lignes directrices qui ont été mises en place. Et donc, les parlementaires ont participé, mais de manière très limitée. Merci beaucoup. Merci, c'est très complet. J'espère qu'il y aura des questions également pour vous. J'ai quelques questions également. Si je ne vois pas suffisamment de mains qui se lèvent, pour l'instant, je ne vois qu'une main levée d'un monsieur qui a rédigé son nom en arabe. Donc, peut-être que vous pourriez vous présenter, monsieur, et nous serions ravis de vous accorder la parole. I'm not sure if and then Charles. Salutations. Oui. Vous m'écoutez? Oui, merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci beaucoup. Salutations à vous, tout le monde. Je suis Ferjani Azdine, député au Parlement tunisien et je représente le Parlement arabe dans cet événement comme membre du Parlement arabe. Alors, honorables mesdames et messieurs, permettez-moi de présenter en mon nom et au nom de son Excellence le Président du Parlement arabe et tous les membres du Parlement arabe à l'Union interparlementaire et à le partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement. Les sincères remerciements, appréciations et gratitude pour leur effort et leur initiative visant
à autonomiser les parlementaires du monde entier, en particulier dans le domaine de la coopération au développement. La question qui lie la coopération et l'adaptation de la science au service humanitaire et l'humanité pour parvenir à une coopération au développement qui réponde aux aspirations et aux désirs des citoyens que nous avons l'honneur de représenter en tant que parlementaires du monde entier. Au Parlement arabe, nous affirmons que si la poursuite du développement durable est l'un des moyens de rassembler et de mobiliser les énergies parlementaires et gouvernementales tout dans la poursuite des objectifs du développement, alors la coopération pour affronter et combattre l'épidémie mondiale à travers le virus corona nécessite une coopération et une intégration accrue pour faire face aux conséquences économiques et sociales de l'épidémie. Merci. Honorables messieurs, mesdames et messieurs, au nom du Parlement arabe, je souligne la nécessité et l'importance de la question commune en tant que parlementaire à partir de diverses expériences et compétences afin d'échanger les expériences et les meilleures pratiques de suivre et de s'appuyer sur les mécanismes et les moyens de relever les défis et de tirer des enseignements des expériences passées. Permettez-moi, monsieur, s'il vous plaît, permettez-moi de vous énoncer les suggestions suivantes. Premièrement, créer un mécanisme institutionnel permettant au Parlement de gérer les programmes de développement durable 2030, comme la création d'une unité technique ou d'un bureau d'experts, la désignation d'une commission parlementaire pour le développement durable, la mise en réseau avec la société civile et des experts pour le travail du Parlement. Monsieur, je suis désolé, mais ce n'est pas le moment pour une longue présentation. Là, il faut justement poser une question ou faire un petit commentaire sur les interventions qu'on vient d'entendre. Si vous avez un papier à circuler pour les participants, on sera bien content de le faire après la réunion. Mais j'ai quand même compris bien les 2-3 points clés que vous venez de faire. Since we're running out of time, I have to be very stringent. Donc, je suis désolée, je dois être très sévère en donnant très peu de temps aux questions, aux commentaires, et puis nous allons clôturer ce webinaire. Je pense que nous avons Charles Schubert du PNUD qui doit s'exprimer. Donc, Charles Chauvel du PNUD. Vous devez activer votre micro. Oui. Merci beaucoup, Alessandro. Bonsoir à tout le monde depuis Bangkok. Je remercie l'UIP et mes collègues du PNUD pour l'événement et la présentation qui a été faite. Je sais que vous avez peu de temps, Alessandro, donc je vais faire en sorte que ma question et une observation soient très brèves. Je pense que les observations de l'oratrice de Trinidad et Tobago concernant l'importance de s'assurer que tous les flux de revenus, peu importe leur origine, qu'ils proviennent de revenus domestiques, de taxes ou de systèmes d'assistance au développement, doivent figurer dans les livres et doivent être soumis à la vérification par le Parlement. Je pense que plusieurs des orateurs s'en sont fait l'écho il y a 8 ou 9 ans. Donc, ce n'était pas une pratique universelle dans les parlements du monde développé. Donc, j'aimerais en savoir un peu plus au niveau des participants, s'ils veulent répondre dans le chat plutôt qu'en direct, savoir à quel point cette pratique est avancée dans ce domaine. Je pense que Trinidad est vraiment en train de forger une voie où tout est à examiner, que ce soit des revenus en provenance de l'étranger ou domestique,
et je voulais savoir si ça devenait une pratique établie, plus répandue, selon les lignes directrices sur lesquelles nous avons travaillé. Merci Alessandro. Oui, merci Charles. Je reconnais maintenant l'Afrique du Sud et puis le Parlement syrien. À l'orateur de l'Afrique du Sud d'abord. Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez? Très rapidement. Merci beaucoup pour la possibilité. Je suis désolée de ne pas avoir reçu les lignes directrices avant de venir ici, mais en écoutant les orateurs, le plus important pour moi, c'est la capacité de notre approche au développement en s'assurant de la participation des personnes sur le terrain. La question que j'aurais voulu avoir comme expérience, c'est la manière dont ça pouvait être fait facilement, parce que les problèmes que nous avons en Afrique du Sud, c'est alors que nous encourageons la participation des citoyens, le plus gros problème, c'est qu'il y a plus d'incompréhension ou de manque de compréhension du langage parlementaire qui est utilisé parce que les parties prenantes ne sont pas capables de participer à ce niveau-là. L'autre point dont je voulais soulever, c'est la manière dont le budget peut aider le développement. Donc, si ce ne sont pas des sujets à discuter, je vous remercie de ne pas de me le dire. Oui, c'était très clair. Je vais laisser un ou plus des présentateurs de faire un commentaire sur ces questions. Le Parlement de la Syrie, il nous manque vraiment, nous avons très peu de temps. Vous avez juste la parole pour une minute. Avez-vous un commentaire, une question? Oui, c'est un commentaire, monsieur. Merci de nous avoir invités également. Je vous salue tous depuis Damas en Syrie. En Syrie, nous sommes convaincus que les parlementaires ont un pouvoir unique de trouver des solutions et en dehors de ce que la Constitution nous offre, le Parlement joue un rôle important pour soutenir et contrôler la mise en place des objectifs du développement durable. Et nous devons nous concentrer sur les sanctions imposées à la Syrie qui ne nous permettent pas d'être efficaces dans la coopération au développement efficace. Nous pensons que les parlements et les parlementaires doivent s'assurer que la coopération au développement fournit un développement durable d'excellente qualité. Et finalement, tout ceci va dépendre de la capacité des parlementaires à pouvoir faire ceci. Nous remercions. Merci, merci beaucoup. Je vois une main levée pour l'oratrice de Trinidad. Allez-y, madame. Merci beaucoup. Je voulais juste répondre aux inquiétudes soulevées par le membre d'Afrique du Sud. J'aimerais offrir un peu de contexte ici. Je pense que parfois nous sous-estimons ce qui se passe. Quelle a été notre expérience? Nous avons un engagement avec la société civile, avec les citoyens de manière numérique à travers nos plateformes. Donc, notre réunion de comité ne sont pas juste à la télévision, elles sont sur des plateformes de réseaux sociaux. Nous encourageons les commentaires à travers notre plateforme de réseaux sociaux. Parfois, nous faisons des sondages afin d'avoir un sens de ce que les gens ressentent. Et c'est comme ça que nous sommes engagés auprès de notre public plus vaste. Parfois, à travers les plateformes électroniques, nous leur demandons de nous aider à créer ces enquêtes, même quand il y a une audience publique. Je suis toujours surprise des commentaires que je reçois du public, qu'ils nous demandent donc que ce soit une ONG ou juste de citoyens individuels. Donc,
Quand nous parlons du sol, je sais qu'il y a beaucoup de niveaux, mais il y a énormément de valeurs de comprendre ce qui se passe là-dehors de manière plus claire. Et encore une fois, la valeur de la technologie et de la manière dont ça peut être déployé pour la reddition de comptes. J'ai Petra Baer, elle a levé la main. Petra, il y a aussi une question pour vous très rapidement. Vous avez fait référence aux réfugiés et de l'aide qui leur est attribuée. Donc, j'aimerais utiliser ça comme exemple. Il y a beaucoup, c'est très confus. L'aide pour les réfugiés n'est comptée que pour l'aide officielle pour la première année. Mais après ça, les réfugiés à long terme ne sont plus comptabilisés pour de l'aide. Et les parlementaires sont souvent un peu, c'est un peu confus pour eux. Vous avez la parole. Donc, je vais commencer avec la question des réfugiés. Je pense qu'au début, donc, vous avez donc ces lignes directrices qui vous permettent d'aider les réfugiés pendant un an. Et donc, vous ne pouvez pas savoir avant combien de réfugiés vont arriver, combien cela va augmenter les choses. Et par exemple, si nous regardons 2015-2016, notre coopération au développement s'est beaucoup développée, mais surtout en raison des réfugiés, ce qui n'est pas une coopération au développement efficace. Donc, l'Autriche a tendance à vraiment compter tout ce qui est possible dans le cadre des ODD, mais très souvent, l'argent pour la coopération pour le développement est dépensé dans des pays d'où beaucoup de réfugiés viennent avec l'idée en disant que si 1 million d'euros est dépensé ici et là, plus aucun réfugié ne viendra. Et c'est un peu stupide parce que d'un côté, nous savons que si vous permettez aux gens d'avoir un petit peu plus d'argent que rien du tout, ils sont beaucoup plus flexibles et ils sont plus susceptibles d'aller d'un endroit à un autre. Donc, par exemple, de la campagne à l'espace urbain, mais ce n'est pas du tout un mécanisme pour empêcher le flux de réfugiés. Et j'argumente qu'en Autriche, il est impossible de décider des mouvements de réfugiés. Voilà, donc juste une minute concernant la question de mon collègue d'Afrique du Sud. Similairement à l'oratrice avant moi, nous avons eu un projet de coopération. Nous avons essayé d'aider à avoir une page d'accueil. Vous avez raison, nous devons traduire notre langue que nous parlons en tant que parlementaires afin que les gens comprennent. Donc, je pense qu'il y a toujours ici une question où il faut transférer notre politique dans une langue que les gens comprennent véritablement. Donc, que quelque chose soit clairement visible. Et donc, en termes de démocratie, nous devons leur expliquer comment le budget fonctionne. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne devrait pas justement faire avec les enfants, mais aussi avec les adultes. Merci beaucoup, Petra. Nous n'avons plus de temps. Nous allons perdre notre interprète très bientôt. Donc, je vais dire ceci pour conclure. Nous n'avons fait que toucher la surface de beaucoup de problématiques très complexes. Il y a l'espace pour avoir beaucoup d'autres discussions avec vous là-dessus. Vous recevrez de ma part très bientôt une invitation afin de participer à une consultation que nous allons organiser avec le soutien de nos partenaires du PNUD le 12 avril, où nous allons regarder comment mesurer le progrès, comment
évaluer ce progrès dans la mise en place des engagements et des principes de la coopération au développement. Ça va être une discussion beaucoup plus technique au sein de laquelle on vous demandera des choses beaucoup plus pratiques et nous allons disséquer certaines de ces choses, surtout dans le cadre du processus de budget et des politiques nationales de coopération au développement. Donc, nous cherchons un groupe d'environ 20 personnes pour prendre part à cet événement qui va durer environ 2 heures. Vous ne devez rien préparer. Il y aura un modérateur qui posera des questions, qui vous amènera à réfléchir et à avoir un débat. Il n'y aura aucun autre orateur. Ce sera juste une discussion et nous pourrons avoir un bon groupe de vous à cette occasion. Donc, si vous voulez entrer davantage dans ces problématiques, nous pourrons bien entendu faire plus de ces webinaires au fil de l'année. Encore fois, merci. J'étais ravie de vous rencontrer. J'espère que la prochaine fois, ce sera en personne. Je vous souhaite bonne chance et encore une fois, un grand merci pour votre soutien et votre travail au sein de vos parlements respectifs. Au revoir.